On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. On attendra 5 petites minutes et après on pourra commencer. Bonjour à tous, ceux qui je n'ai pas encore vus. Pour rappel, on attend encore quelques minutes. Et disons à 11h05, on débute le webinaire concernant le sujet Move to Cloud et comment passer au cloud sans perdre le contrôle de son SI. On attend encore quelques minutes et après on va pouvoir débuter. Alors pour information, je vais le répéter au moment où ça va commencer, il y a un enregistrement et une retranscription, donc si vous souhaitez re-regarder la diffusion de ce webinaire, vous avez 7 jours pour que vous puissiez accéder au lien. Et si effectivement vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez demander à votre contact chez Upperlink et il vous adressera un lien directement pour que vous puissiez vous connecter. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre présence. Enchanté pour ceux que je ne connais pas. Victor Charmoy, je suis arrivé au sein d'Upperlink il y a à peu près 8 mois. Je suis ingénieur commercial. Je pilote, j'aide et j'accompagne Mathieu, notre directeur commercial, dans l'évolution de la stratégie commerciale d'Upperlink. Je suis accompagné aujourd'hui de Christophe Pinjon, notre directeur technique, qui va animer une grosse partie de ce webinaire autour du sujet Move to Cloud et comment passer au cloud sans perdre le contrôle de son SI. On va dans un premier temps vous représenter de manière très globale et très rapide ce qu'est Upperlink, son activité depuis presque 20 ans maintenant.
et on abordera tout de suite, après dans le vif du sujet. Je laisserai la main à Christophe, qui pourra vous expliquer tous les sujets autour du Move to Cloud. Est-ce que c'est bon pour toi, Christophe? Ouais, c'est bon. OK. Donc pour rappel, avant que je commence, il y a un enregistrement de la vidéo. Le lien est accessible pendant 7 jours. Donc vous pouvez le revisionner. Si jamais vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez demander à votre contact au sein d'Upperlink si les 7 jours sont dépassés pour qu'on puisse vous envoyer le lien. Upperlink, qu'est-ce que c'est Upperlink? Ça fait partie d'un groupe depuis presque 3 ans maintenant. Upperlink a décidé de rejoindre le groupe Inhérent. Groupe Inhérent, aujourd'hui, c'est une grosse marque forte et opérationnelle qui englobe 3 gros métiers qui sont la transformation digitale avec les équipes d'Upperlink, l'accompagnement et l'expertise cybersécurité avec la société d'Even6 et la possibilité de faire appel à un opérateur de services hébergés et de télécommunications avec Adista. Donc ces trois marques fortes que vous avez sous les yeux font partie donc du groupe Inhérent. Donc Deven6, c'est une société montpelliéraine, 80-100 collaborateurs, qui est spécialisée dans la partie Red Team. Ils vont attaquer votre SI, identifier les portes ouvertes et grâce à toutes sortes d'actions et d'opérations, ils vont identifier les portes ouvertes, les refermer et vous préconiser les mises en place d'outils et de prérequis nécessaires pour améliorer la sécurité de votre SI. Adista, qui est donc un gros concurrent sérieux d'Orange Business ou SFR Business, qui est un opérateur de services hébergés qui dispose aujourd'hui de 14 data centers, qui est quand même certifié HDS pour les hébergements de données de santé, et qui commence à accompagner, on va dire, sur la partie ISO 27001 certains sujets, est un gros opérateur qui peut vous accompagner sur tous ces sujets, services cloud, télécommunications, et même communication et collaboration des outils. Et il y a donc dans le lot Upperlink, qui est donc aujourd'hui un Microsoft partenaire depuis presque 20 ans maintenant, qui est spécialisé dans tous les sujets liés à Microsoft, et qui est donc aujourd'hui vous accompagne sur tous ces sujets Move to Cloud. Tu peux passer la slide, s'il te plaît, Christophe. Rapidement sur le groupe Inhérent, puis après on va revenir sur Upperlink. Le groupe Inhérent, c'est aujourd'hui 1350 collaborateurs. On est répartis sur 14 agences. On a 14 data centers. Et donc, c'est une offre unifiée autour de la communication et de la collaboration, du cloud d'entreprise et des services d'infra, autour de la connectivité et des réseaux d'entreprise, une expertise forte en cybersécurité, et cela vous apporte la capacité d'un service managé 24 heures sur 24. Donc, on est répartis sur vraiment tout le territoire national. Vas-y, Christophe. Quelques chiffres pour présenter Upperlink et ses 20 ans d'existence aujourd'hui. Presque 120 consultants. C'est une entreprise à taille humaine, une entreprise familiale, mais une entreprise qui a de l'expertise. On a presque 700 clients aujourd'hui qui nous ont fait confiance. On travaille avec des établissements publics comme privés, petits, moyens, grands comptes. On sait s'adapter et on répond à tout type de demandes autour des environnements Microsoft. On se rapproche bientôt des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, pardon, pas 80 millions. Et on est toujours certifié ISO 27001, qui est donc l'exigence pour la partie SI du management de la sécurité de l'information. Rapidement, si on peut voir sur l'expertise de Microsoft et sa capacité à vous accompagner. Christophe, je t'invite à présenter la slide suivante. Ci-dessous, vous avez une vue d'ensemble de l'expertise d'Upperlink. On va dire qu'on est à 350 degrés au niveau de l'expertise et pas 360. Les 10 degrés restants concernent la partie ERP business central, où pour des choix stratégiques, on décide
de prendre du recul sur ce genre de projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur l'entièreté des grands axes que vous voyez ci-dessous, Upperlink est capable de vous accompagner. Sur la partie collaborative et productivité des postes, donc ce qui est appelé Modern Workplace, on a toute une équipe qui est capable de vous accompagner sur l'optimisation de la gestion de vos licences, l'accompagnement à la migration de votre tenant ou autre sujet. On a une grosse équipe sur la partie XRM, CRM. On accompagne beaucoup d'entreprises qui souhaitent déployer la partie CRM Dynamics et couplé à ça, quelques add-ons marketing pour étudier au mieux le marché les concernant. Sur la partie études et développement, on accompagne des sociétés type Plouvretel pour le développement de certains outils applicatifs type chatbot, par exemple. Le dernier joujou en date, c'est la partie IA avec Copilot, où on a une grosse demande actuellement sur l'accompagnement à la définition des cas d'usage. Alors, la définition des cas d'usage, c'est accompagner les utilisateurs à déployer Copilot et à définir les cas d'usage en étudiant les cas métiers et par la suite la mise en place de développement d'outils d'IA agentique ou d'IA pour procéder à l'automatisation de processus. La partie cybersécurité, on va vous accompagner sur la partie sécurisation de votre tenant, sur le principe des 6 piliers de l'audit Zero Trust. On peut vous accompagner pour bien sécuriser l'ensemble de vos tenants et de vos utilisateurs et de vos data. Sur la partie cloud public, bon ça je laisserai justement Christophe vous présenter ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a des équipes qui sont capables de vous accompagner sur la migration vers un environnement full cloud ou alors hybride. On vous accompagne sur la définition de l'analyse de votre consommation, l'optimisation de votre consommation et donc de votre budget. Et enfin, sur la partie data et moi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout comme les autres grosses briques, on est capable de vous accompagner sur la définition de votre étude sur la partie BI, définition et accompagnement pour la mise en place de tableau de bord s'il y a besoin ou tout autre sujet sur Power Automate. Par définition, Upperlink, c'est une société qui a 20 ans d'existence, dispose de 150 personnes et 120 consultants qui eux, sont certifiés par toutes les certifications nécessaires afin d'être reconnus en tant que partenaire. Ce qu'il faut donc retenir de notre partenariat, c'est que premièrement, on est tiers 1 sur la partie licence. Donc, sur les 10 000 partenaires en France, il y en a 30 qui sont certifiés tiers 1. Ces 30 disposent des meilleurs tarifs sur la partie licence. Donc, sur la partie gestion et accompagnement et vente de licence, on sait vous accompagner. Et sur la partie accompagnement, sur l'intégration, le déploiement de solutions, la formation, le transfert de compétences, l'infogérance, la mise en place vraiment d'une prestation de transformation IT, nos consultants certifiés apportent une valorisation qui nous permet d'être reconnus en tant que partenaire top 3 sur tous ces sujets de transformation digitale. Et c'est ça qui fait notre grosse valeur et notre grosse force et qui apporte une grosse valeur ajoutée à nos clients. Donc aujourd'hui, c'est 750 clients qui font appel à nous autour de ces 350 degrés d'expertise que je vous présente. Pour la suite, si vous avez des questions, je vous invite effectivement à les poser, que ce soit dans le chat ou à la fin. Et puis, sinon, je laisse Christophe Pinjon pour le sujet Move to Cloud. Ouais, merci Victor. Donc je vais attaquer le sujet du webinaire sur Azure. Donc je pars pour partir sur une petite phrase qui va vous faire peut-être sourire, qu'on entend tout le temps. Donc je vais vous dire oui, migrer vers Azure peut effectivement coûter plus cher que votre infrastructure actuelle. Mais dire juste cette phrase, ça veut tout dire et rien dire, hein. Il faut aller un petit peu plus loin et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, comment et jusqu'à quand. C'est les 3 questions qu'il faut réellement se poser et que peu de personnes aujourd'hui se posent sur les projets de migration. Et c'est exactement ça que pour ça que ça ne vient pas concrètement les projets de migration Azure aujourd'hui.
Donc, pourquoi migrer maintenant? Donc, on va discuter des coûts cachés, on va discuter d'agilité métier, on va détecter du sujet anticipé vs subir. Donc, la première question que tout le monde se pose, c'est le coût, hein, c'est l'histoire du coût de migration. Le vrai coût d'une infrastructure on-premise ou data center privé, il y a ce que vous voyez, c'est l'infrastructure actuelle, le matériel, bien sûr, mais il y a surtout le temps passé à le maintenir, à gérer les incidents, le sujet des licences à renouveler, qui n'est pas forcément géré de manière native, avec les problématiques un petit peu de conformité sur ces sujets-là. Et puis, il y a tous les coûts qui glissent silencieusement à chaque renouvellement. Vous avez le sujet de contrat Internet, les équipements réseau, et puis la sécurité qu'on remplace sans tout remettre à plat. Donc, on fait évoluer par rapport à un existant, par rapport à un legacy, par rapport à un historique, mais qu'on ne chiffre pas et qu'on ne voit pas forcément dans un coût d'infrastructure. La différence avec le cloud, c'est que ces dérives ne font jamais sonner d'alerte on-premise, alors qu'elles s'intègrent dans un budget IT comme une fatalité, renouvelée tacitement d'année en année. Et on estime que chez les ETI, c'est 20 à 30% des coûts cachés si on fait un inventaire complet, donc difficilement vérifiable pour les entreprises et subi comme une fatalité. Le deuxième sujet, la deuxième raison, c'est la vitesse. Quand un métier a besoin d'un nouvel environnement, d'une capacité supplémentaire, la question qu'on pose généralement sur un environnement on-premise, c'est combien ça prend aujourd'hui. Quelquefois, c'est des jours. Souvent, c'est des semaines. Et puis parfois même, c'est des mois quand il faut recommander du matériel, puisque l'environnement existant n'a pas la capacité d'accepter cette nouvelle charge pour ce nouveau environnement applicatif. Avec Azure, avec le cloud, ce délai il tombe à quelques heures. C'est plus un argument technique de réfléchir cloud, Azure. On est dans un argument compétitif pour votre société. Vous avez une agilité, une capacité de déployer un environnement en quelques heures seulement. Évidemment, il y a des questions à se poser et ça ne se fait pas à la seconde. On va être honnête, il faut quand même valider les éléments. Mais vous avez cette côté agilité, disponibilité et scalabilité sans investissement nécessaire qui sont hyper importants pour une entreprise. Pour les équipes IT, ça veut aussi dire moins de tickets de provisioning, plus de temps sur des sujets à valeur. Et puis pour les équipes métiers, une certaine autonomie possible selon les règles de sécurité pour leur permettre la gestion et la création d'environnements pour leurs applications directement sans solliciter directement les équipes IT, en respectant évidemment les règles de sécurité définies au préalable. Pourquoi migrer maintenant ? Le anticiper va subir le coût de l'attente. Chaque année, vous restez sur une infrastructure vieillissante. Chaque année, c'est une dette technique qui s'accumule. Les migrations sont de plus en plus complexes, plus coûteuses et plus risquées quand elles sont faites dans l'urgence. Souvent, on voit des entreprises avec des problématiques d'incidents, des problématiques de fin de support subis et qui nous disent finalement, on n'a pas le choix, il faut qu'on migre avant tel délai. On n'a pas eu le temps d'y réfléchir. On n'aura pas le temps de se poser. Il faut tout migrer tout de suite, tout maintenant. Nous, ce qu'on recommande, c'est de ne pas travailler comme ça, c'est de réfléchir au préalable, d'anticiper et de planifier les migrations. Vous n'êtes pas obligé de migrer tout votre SI, vous devez planifier des étapes de migration, votre schéma directeur, et c'est une évolution que toutes les entreprises doivent avoir en tête pour faciliter cette flexibilité, cette gestion des coûts. Donc l'idée, c'est d'avoir un plan, trajectoire, un avancement par étapes. Maintenant, le comment, on a posé le pourquoi, donc on va poser le comment et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on a 3 pièges, 3 erreurs qu'on voit souvent, ce qu'on recommande de ne pas faire, qui n'est pas forcément facile pour tous les jours, même pour nous. Le premier piège, c'est de comparer financièrement ce qui n'est pas comparable. On prend souvent le coût du serveur d'un côté et une estimation Azure de l'autre, et on en conclut trop vite, et c'est là qu'on va dire forcément Azure c'est plus cher. On l'a dit tout à l'heure, il y a les coûts cachés côté on-premise,
On oublie systématiquement certains sujets qui sont cachés. Et puis de l'autre côté, on en sent aussi, côté cloud, des sociétés qui nous disent dès le 3e mois, la facture réelle elle dépasse les prévisions. C'est parce qu'on consomme beaucoup plus. Et oui, Azure, c'est pas que c'est imprévisible, c'est juste que le modèle de consommation il est fondamentalement différent de l'on-premise. On est à de la facturation à la consommation. Donc typiquement, lorsque vous créez de nouveaux environnements, vous faites évoluer votre système d'information, vous êtes plus flexible, donc vous le faites plus évoluer à la demande et aux besoins, forcément les coûts vont augmenter de manière proportionnelle. Tout ce qu'on va vous dire, c'est qu'il y a une dérive. La dérive on-prem aussi, elle existe, mais vous la subissez, elle est invisible. Vous allez la voir au renouvellement, vous allez essayer d'anticiper des choses, mais vous n'allez pas forcément la voir palpable et les capables de la calculer précisément. La différence avec le cloud, c'est qu'Azure, vous allez le voir tout de suite, en temps réel, et vous avez la capacité avec les outils proposés par Azure de corriger et d'anticiper les évolutions de coûts. Le deuxième piège, c'est le surdimensionnement ou le sous-dimensionnement. On doit lutter, nous, avec les ETI par l'idée du passé de l'environnement on-premise où on va surprovisionner pour tenir les 5 ans. Ça, dans le cloud, c'est une aberration, c'est contre-productif. Une ressource, une machine virtuelle qui est surdimensionnée, c'est forcément des coûts gaspillés. On a la flexibilité avec le cloud, vous pouvez changer un dimensionnement d'une ressource à tout moment, à la hausse comme à la baisse. La baisse, il peut y avoir quelques contraintes techniques à faire attention, mais une fois qu'on le sait, qu'on le comprend, c'est tout à fait gérable. Et l'objectif, c'est de dimensionner au bon besoin. Il ne faut pas faire l'inverse, il ne faut pas sous-dimensionner pour réduire la facture au minimum, puisque là, vous allez rentrer dans une éventuelle problématique de performance dégradée et d'insatisfaction vis-à-vis de la qualité du service produit pour vos métiers. Donc le sujet, c'est le right sizing, c'est de partir des métriques réelles de consommation, pas des habitudes on-premise. Et avec ça, vous avez Microsoft qui propose un outil qui marche très bien, qui est le Azure Advisor, donc qui va vous permettre d'avoir des recommandations de redimensionnement régulièrement de vos ressources à la hausse ou à la baisse pour optimiser les coûts ou pour améliorer les performances de vos environnements applicatifs. Et le troisième piège, c'est la gouvernance qui est absente. C'est souvent ce qu'on voit, personne qui surveille. Donc forcément, quand on nous dit ça a augmenté la facture de 30%, on leur dit OK, mais qui a fait quoi? Qui a surveillé? Quels sont vos indicateurs? Là, il n'y a plus personne. Donc c'est toujours un sujet. Il faut gérer qui a les droits de provisionner des ressources, qui va être capable de surveiller la facturation, le coût, d'anticiper et de provisionner, d'évaluer les provisionnements, les nouveaux provisionnements, l'anticiper les coûts qui vont arriver. On voit souvent des VM oubliées, des VM qui sont éteintes mais qui restent, pour ne pas les détruire, c'est quand même des coûts de stockage. On voit des coûts de stockage qui augmentent à tout va sans se poser la question de gouvernance des données. Et puis, on voit aussi des snapshots, des choses comme ça, puis des ressources orphelines. C'est souvent qu'on voit ça quand on reprend un existant d'environnement Azure. La gouvernance Azure, ce n'est pas de la bureaucratie, c'est vraiment une gestion qui permet de régler cette gestion des coûts et de s'assurer que son environnement, son système d'information correspondent aux attentes dans des coûts limités. Une migration, comment on procède? C'est simple, c'est 4 étapes. Voilà, une migration, c'est 4 étapes pour nous. C'est un assessment, un design, une migration qu'on fait par vague, et puis ensuite une gouvernance et FinOps. Il y a une 4e étape que je mets forcément, obligatoirement, tout ça pour ne pas revenir au 3e piège qu'on a vu précédemment. Ce n'est pas juste une migration, ce n'est pas juste un assessment et on migre, c'est un assessment, un design, une migration et une gouvernance FinOps. On va rentrer un petit peu dans le détail de chaque étape pour expliquer ce que c'est. Alors, l'assessment, tout commence par l'audit. Donc, ce n'est pas un document, on ne fait pas un audit juste pour faire un document. On fait un audit pour répondre à des questions claires. Qu'est-ce qu'on a, l'existant? Souvent, c'est difficile à appréhender par nos clients. Qu'est-ce qu'on peut migrer? Qu'est-ce qui doit migrer? Et dans quel ordre? Parce qu'évidemment, on ne va pas tout migrer d'un coup.
on ne va pas prendre les risques. On pourrait le faire pour une petite structure, mais quand l'entreprise a plusieurs centaines de machines virtuelles, c'est difficile de tout basculer d'un coup, donc il faut étudier une migration avec un ordre précis. On va cartographier l'existant, donc les serveurs, les workloads, toutes les dépendances applicatives, les dépendances réseau, les histoires de licences, de paramétrage de sécurité, etc. On identifie ce qui est directement prêt pour être migré dans le cloud, ce qui nécessite une refonte et ce qui reste on-premise, parce que tout ne migre pas forcément dans le cloud, soit pour des contraintes organisationnelles, de sécurité, ou tout simplement d'environnements qui sont en fin de vie et qu'on veut laisser mourir ou archiver, et on veut éviter de migrer dans le cloud. Pour cette phase, chez Hyperlink, on s'appuie sur la solution native de Microsoft, donc Azure Migrate, et on rajoute la solution Dr Migrate, donc une solution payante qui est financée actuellement avec Microsoft, la capacité de financer avec Microsoft sur certains dossiers clients lorsqu'il y a une faisabilité de financement. Et cette solution, elle permet d'améliorer les éléments d'inventaire. Donc, on va avoir du discovery automatique, des informations sur les ressources, les ressources de vos machines, mais aussi les environnements composant vos systèmes. Donc, on va voir les applications, les dépendances entre vos applications et les liens de vos systèmes, les liens réseau utilisés entre vos, entre vos systèmes. Pardon. Et tout ça va nous produire des recommandations de sizing à la cible, des recommandations de modernisation et évidemment une estimation de coût Azure adaptée à l'usage, aux métriques, ce qui nous permet d'aller plus vite sur l'assessment et d'avoir des données factuelles plutôt que des hypothèses avec un fichier Excel où on va juste partir sur des estimations de ressources qui ne sont pas avérées par rapport à l'usage. La deuxième étape, c'est le design. Donc là, une fois qu'on s'est migré, on va concevoir l'architecture. Donc, c'est l'étape sur laquelle il ne faut pas être trop rapide parce que sinon, ça peut coûter cher par la suite pour l'évolution du système d'information. On va définir la structure de la landing zone, donc toute la configuration des ressources Azure de base, les modèles d'identité, les règles de sécurité de base, toute la segmentation réseau, et puis on implémente le socle de base, les ressources entre guillemets obligatoires pour le bon fonctionnement du SI lorsqu'il sera hébergé dans le cloud. L'objectif, c'est pas forcément de concevoir une architecture parfaite, c'est d'avoir une architecture capable d'évoluer et qui évite des reprises coûteuses une fois en production et lorsqu'il y aura des évolutions. L'étape 3, la plus risquée, évidemment, c'est la migration. Pour réduire les risques, on fait des migrations par vague. Donc, généralement, on identifie 4 vagues. Et puis, au sein des vagues, par rapport à la quantité d'environnement à migrer, on va scinder en lots d'environnement, généralement par environnement applicatif lié aux dépendances. Donc, on ne migre pas tout. On part souvent du moins critique au plus critique. La première vague, c'est souvent un workload non productif, un environnement dev ou un serveur de fichiers. L'objectif, c'est apprendre ensemble, avec vous, la migration de votre système d'information, valider les outils et roder les procédures. Il y a forcément des procédures, des adaptations, des runbooks qu'on adapte par rapport à votre environnement. Et s'assurer derrière sur les tests, les validations, que tout fonctionne lorsqu'on migre, et puis évidemment le retour arrière si nécessaire. Notre méthodologie s'appuie sur le Migration Execution Guide, alimenté par des équipes experts Microsoft, issus du programme Fast Track. On l'exécute pas complètement à 100%, évidemment, puisque c'est pour des grosses entreprises. On l'adapte aux réalités de ZTI. Typiquement, on ne va pas faire un racier avec vous avec 10 rôles différents quand on a un ou deux équipes informatiques responsables infra, ingénieurs, système réseau. Il n'y a pas forcément de sécurité, etc.
Donc, forcément, ça ne sert à rien de se poser ces questions-là, ou en tout cas, on les passe, on les survole. Donc, on va surtout utiliser ce guide comme directive pour initier les différentes actions pour mener à bien la migration. Et la quatrième étape, c'est la gouvernance et le FinOps. La migration, c'est que le début. C'est pas fini la migration. Il y a cette quatrième étape. C'est ce qui va déterminer que votre cloud reste sous contrôle dans 6 mois, 1 an et 3 ans. Il y a un sujet sur la partie FinOps. Il y a les outils natifs Azure qui vous permettent de répondre à ces différents besoins. Mais nous, on peut aller plus loin. On a une solution qu'on a développée FinOps qui va vous permettre d'avoir des tableaux de bord spécifiques pour les ETI avec détection des anomalies coûts et un suivi trimestriel structuré qu'on revoit ensemble qui nous permet d'avoir une visibilité financière sur votre cloud sans forcément avoir une expertise de la solution de Microsoft Azure Cost Management. Techniquement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ces quatre étapes avec nos clients? Donc là, la durée qui est affichée, c'est une durée généralement constatée pour une ETI qui a environ une centaine de machines virtuelles. Donc autour de 80-90% est migré en IaaS. On va pas se cacher. On modernise en passe lors de la migration souvent des bases de données, du web peu critique et du file share. C'est les trois types de ressources qu'on modernise la plupart du temps dans les premières actions d'un projet de migration. Souvent, les modernisations applicatives, donc du full pass et pas du IaaS, se font après que le SI a été dans le cloud ou dédié à un projet applicatif, c'est pareil. Donc, il y a une construction d'un environnement applicatif avec des architectes logiciels, etc. Et là, ça va directement, dès la définition des besoins, sur un design cloud et c'est directement intégré sur Azure. Nous avons aussi, dans le cadre des migrations, très régulièrement des besoins en cours de projet de migration, de la construction de nouvel environnement directement en PaaS, car la DSI communique auprès de ses métiers sur le move to cloud et des besoins arrivent. Donc souvent, il n'y a pas forcément cet échange de capacité, de flexibilité sur le cloud. Et lorsque les métiers savent que l'entreprise va dans le cloud, eh ben, on se retrouve avec des nouveaux besoins qui arrivent du jour au lendemain. Donc forcément, on s'adapte et on intègre ça dans les prochaines migrations. En charge intégrée si le client est capable et a besoin d'avoir juste un accompagnement type expertise, ou sinon avec une prestation supplémentaire si l'opération est plus importante. On n'a quasiment eu aucune contrainte d'infaisabilité de migration aujourd'hui rencontrée. Par contre, on profite souvent, la plupart du temps, à refaire du rebuild de systèmes obsolètes. C'est souvent de se dire qu'avec nos clients, on peut migrer des systèmes complètement obsolètes. La capacité aujourd'hui de support d'Azure, qui existe quand même depuis beaucoup d'années, nous permet et prend toujours en charge des systèmes obsolètes. Sauf qu'on dit aux clients, on a la capacité, nous, avec nos ingénieurs, de traiter ces sujets-là et que ça peut être plus utile de faire une migration d'environnement plutôt qu'un déplacement de machines dans le cloud. Et on va souvent refaire du rebuild d'éléments de systèmes pour les mettre à jour et les installer, les déployer, les migrer applicativement directement dans le cloud. Enfin, jusqu'à quand? Donc nous, on a cette capacité de proposer l'assistance expertise, du service manager et de l'infogérance. Donc là, nos équipes côté Adista, ce sont leurs métiers de pouvoir gérer l'infogérance. Donc maintenant, on les sollicite Perlink, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a migré nos clients dans le cloud Azure, nous mettons en place des contrats, donc soit à plusieurs niveaux d'accompagnement, et ils vont être en capacité aujourd'hui d'assurer l'infogérance, la supervision et
avoir tous les services qu'ils font pour la gestion de nos environnements cloud, data center privé dans l'environnement cloud public. Donc, vous avez ce même principe d'un SDM nommé, d'une définition de périmètre de couverture d'infogérance de vos CI par rapport à un niveau de service attendu, etc., etc., et différents services autour de ça. Donc, c'est ce qu'on voit, délégation totale ou partielle. Vous définissez le niveau d'infogérance que vous voulez. Vous discutez évidemment des engagements, donc en point de vue GTI, GTR, etc. Du périmètre. Certains clients vont vouloir garder peut-être la supervision de leur système applicatif et base de données, ou au contraire se décharger complètement de l'infogérance de leur système d'information et solliciter les équipes à dista sur ces sujets-là pour prendre en charge directement ces besoins de support. La question maintenant que je vous propose, c'est par où commencer. Tout simplement, moi personnellement, je vous propose un audit Azure gratuit. Donc, ce n'est pas du commercial. Vous avez mon email qui s'affiche. Donc, ce que je vous propose, c'est la capacité de faire un atelier ensemble de 2 heures gratuitement, sans engagement commercial, donc sans relance commerciale. L'objectif, c'est un échange, une analyse de votre infrastructure actuelle, une estimation. Donc là, par contre, on va partir sur de l'estimation fichier Excel, évidemment. Donc, pas avec l'outillage d'assessment automatique adapté à l'usage des ressources. Mais l'objectif, c'est surtout d'identifier des quick wins, de comprendre un planning, des étapes à anticiper cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, un schéma un petit peu directeur. Quel est l'intérêt pour vous de faire un move to cloud et quand, et de ne pas attendre votre fin de renouvellement, votre fin de contrat d'existant, d'anticiper et discuter ensemble, donc avec un expert, 2 heures, tout ça gratuit, sans suite obligatoire. Je ne vous relancerai pas dessus. Je ne vous cache pas qu'il y a des gens commerciaux dans le webinaire qui demanderont de savoir où ça en est, mais en tout cas, ça sera moi qui pilotera ce sujet-là. Voilà, j'ai été très vite, j'ai été très commercial succincte, c'est pas mon domaine. Moi, je suis technique. J'ai pas voulu faire technique comme j'ai l'habitude de faire pour les webinaires. Donc, si vous avez des questions sur des sujets, alors je ne sais pas si Laure, tu as la capacité de débloquer les micros. Il nous reste 10 bonnes minutes, je pense. Donc, je suis là et je peux répondre à vos questions. Je vais juste remettre la slide avec mon email si vous avez besoin de renoter. Voilà. Et n'hésitez pas sinon à poser des questions directement dans le chat. On peut y répondre. Tout à fait. Et puis si vous n'avez pas de questions, écoutez, je vous remercie pour cette participation. Ah. Il a été établi que pour le comparatif en on-prem vs cloud, il y a des coûts cachés, mais savez-vous les estimer et les mettre en lumière pour donner de la visibilité à nos financiers? C'est difficile parce que rien que le sujet RH, du temps passé par vos équipes sur les sujets purement infrastructure, aucune entreprise arrive à le chiffrer. Il faudra avoir votre solution ITSM catégorisée et s'assurer du temps passé sur les sujets infrastructure pure. Ça paraît ridicule, mais vous savez très bien que vos équipes peuvent passer plusieurs jours dans l'année sur ces sujets-là. Vous réfléchissez salaire de vos équipes sur ce sujet, VS, coût de vos ressources dans le cloud. C'est difficilement calculable, mais c'est quand même un sujet. Il faut vraiment comprendre, parce que c'est souvent un échange que j'ai avec des clients autour du sujet supervision. Quand ils vont dans le cloud, ils veulent avoir une supervision qui va vérifier plein d'indicateurs et la disponibilité. On leur dit, nous, on a des clients, mais pas de supervision. Ça ne tombe pas en panne. Alors, vous allez dire, ah ben si, ça tombe toujours en panne. On entend parler dans la presse, etc., etc. Non, c'est pas vrai. Dans la presse, il y a un service qui tombe une fois tous les 4 ans et qui est en 3 heures réglé et qui n'a perturbé que peu de clients. On le voit chez nos clients. C'est très rare
qu'il y a des problématiques de disponibilité, vous avez vraiment ce souci en moins et cette charge en moins et ces coûts en moins côté RH. Vous avez l'histoire de licence, vous avez les licences intégrées dans l'hébergement cloud. Alors, vous pouvez, si vous avez un EA avec la software assurance, bénéficier de l'hybridation de votre software assurance ou au contraire, vous décharger de gérer les licences, donc les licences Microsoft, mais aussi des licences d'éditeurs type Red Hat, inclus dans le support de l'infogérance, de l'hébergement, et aussi de licences de base de données SQL. Alors vous savez, ils vont faire aussi ils font aussi maintenant avec Azure ARC pour les environnements on-premise pour cette consommation de licences, à la consommation et évaluation des licences à la consommation. Mais ça, vous l'avez nativement dans l'hébergement cloud. Quand vous êtes on-premise, souvent, vous le décorrélez un peu. Vous faites un renouvellement de licence. Sur 5 ans, c'est un petit peu compliqué, mais souvent, vous le mettez dans votre budget à côté. Donc, il faut aller chercher dans votre budget tous ces items, la partie réseau, sécurité, votre accès à Internet, à combien de pourcentage il est utilisé par votre infrastructure VS, votre site, si votre data center est sur le même site partagé avec votre utilisateur. Tout ça, c'est des sujets qu'on peut identifier, mais qui sont difficilement industrialisables entre les clients. Donc, on peut lister les items, mais généralement, c'est plus simple de dire pour nous, c'est peut-être facile à dire que c'est autour de 20-30% la réalité quand les clients le font, mais c'est souvent les clients qui doivent faire ce jeu-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur les coûts cachés, je voudrais rajouter une chose quand même, c'est que au-delà des ressources effectivement humaines qui sont une réalité, on a le risque qui est mieux géré. Et on a aussi le fait que vous avez du CAPEX. Donc le CAPEX s'amortit, peut s'amortir sur 3 ans, sur 5 ans. Au-delà, c'est plus compliqué. Les renouvellements sont de plus en plus chers aujourd'hui des infrastructures. Donc quand il y a un renouvellement d'infrastructure, là, c'est l'occasion d'envisager en tous les cas de basculer. Et puis après, lorsqu'on est sur Azure, la première année, on pourrait être plus cher en frontal. Par contre, il y a une vraie optimisation, hein, comme l'expliquait Christophe tout à l'heure, qui peut être au travers d'engagements sur 3 ans où les prix, on peut les diviser par 2. Quand on est, voilà, il y a aussi l'optimisation du système du IaaS en mode passe, où là, on peut avoir plusieurs ressources mutualisées avec une meilleure disponibilité des systèmes. Voilà. Donc, il y a toute une optimisation qui est faite sur lequel il faut compter une bonne année pour pouvoir, après migration, optimiser le tout au fur et à mesure. Donc, le in fine, quand on prend le coût frontal d'un système optimisé sur un environnement Azure, on n'est pas plus cher qu'en frontal sur ce que l'on voit sur un environnement on-premise. Donc, c'est au-delà des coûts cachés qu'on peut avoir sur l'on-premise. Ces coûts cachés qui disparaissent au fur et à mesure du temps, là encore. Voilà ce que je voulais préciser sur l'optimisation des coûts. Merci, René. Une autre question? Quelle serait votre recommandation sur l'utilisation des réservations de ressources Azure? Le coût peut être vraiment réduit, mais on peut se retrouver un peu enfermé, entre guillemets, dans les SKU choisis, surtout si on s'engage sur 3 ans, par exemple. Ouais, alors donc là, on est dans le sujet FinOps. La première action pour nous qu'il faut, c'est réfléchir tout ce qui est optimisation d'un existant avant de réfléchir réservation. Il faut réfléchir aussi un petit peu sur ces histoires de SKU. On voit un peu tout, des clients où ça part dans tous les sens. Il faut essayer d'homogénéiser un petit peu, de se limiter à des familles pour pouvoir bénéficier entre guillemets du nombre de ressources derrière une famille. Donc la réservation, c'est pas une machine elle-même, c'est un engagement sur une famille. Donc vous pouvez l'utiliser pour une machine là sur les 2 années, et puis après demain une autre machine, sa machine de remplacement ou une autre machine du moment qu'elle soit dans la même famille, dans le même type de ressources. Donc la famille, c'est un type de ressource, c'est souvent considéré par un type de CPU physique derrière. Donc c'est comme ça que Microsoft gère entre guillemets l'engagement matériel, eux, de leur côté data center. Donc c'est souvent, il faut optimiser, homogénéiser
vos ressources pour réduire le nombre de familles et après vous engager sur les réservations. Vous pouvez vous engager sur 1 an déjà, vous avez un premier niveau de remise, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur les 3 ans. Évidemment, le 3 ans, il est financièrement plus performant. Et après, vous avez aussi une autre possibilité qui est le saving plan. Donc là, qui est un engagement de consommation d'un enveloppe budgétaire et vous allez avoir une remise sur un engagement d'enveloppe budgétaire. Pourquoi c'est intéressant? Dans le cadre de l'analyse FinOps, nous, ce qu'on regarde aussi, c'est un petit peu cette histoire de VM allumée 24 heures sur 24. C'est-à-dire que oui, on a des environnements qui sont allumés 24 heures sur 24. Là, effectivement, la réservation a un intérêt puisque vous engagez à dépenser full l'usage de cette machine sur 3 ans. En tout cas, vous avez une remise. Après, si vous l'éteignez, ça vous fait rien gagner. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des environnements où vous n'avez pas peut-être besoin de les avoir allumés 24 heures sur 24 et comme vous payez à la consommation, en les éteignant soir et week-end, pour les environnements dédiés utilisateurs un petit peu qui n'ont pas un usage réel, donc tout ce qui est HNO, ça représente à peu près un schéma classique 220 heures d'usage sur les 730 heures de moyenne par mois. Hein. Donc, on est dans un divisé par 3 facile, quantifiable sur cette notion-là. Donc, on réfléchit à des environnements qu'on peut gérer des arrêts de démarrage automatiques, simplement dans l'environnement cloud, pour s'assurer que ça soit démarré le matin à 7 heures et ça s'éteigne le soir à 21 heures. Et on remet du saving plan derrière, puisqu'on s'engage et on calcule sur une consommation. Donc, soit, voilà, vous avez cette possibilité de travailler réservation sur les machines qui vont être allumées 24 sur 24, 1 an ou 3 ans selon, entre guillemets, le risque. Il faut optimiser en amont et réfléchir aux modélisation des familles. Et vous avez aussi cette possibilité de réfléchir à un redémarrage des machines et, saving plan, donc consommation, engagement sur un pool de consommation. Voilà, je ne sais pas si Thomas, ça Merci, répond, Christophe. si c'est assez clair, mais voilà, vous vous engagez sur une famille, sur une quantité, sur une famille, donc vous pouvez la réutiliser à d'autres machines. C'est pour ça que généralement, on réduit le risque. On dit les machines de type de dev, on recommande que ça soit des séries B. Les machines de prod, ça va être des séries D ou des séries E. Et après, l'engagement, il est un petit peu simpliste. Si vous avez juste 10 machines, c'est un petit peu compliqué, vous, en tant que client, 10 machines, de vous engager sur des réservations. Mais si vous avez une centaine de machines, alors évidemment, vous n'allez pas vous engager sur 100% de vos machines. Le SI, il évolue. On sait très bien qu'il va évoluer à la hausse, mais il peut aussi évoluer à la baisse. Donc, généralement, ce qu'on recommande, si vous tapez sur un 80% de votre charge actuelle en réservation, 3 ans, peut-être un 15% en réservation 1 an, enfin voilà, d'avoir un quota un petit peu de réservation vis-à-vis de l'évolution de votre SI, sauf si vous êtes persuadé que ça va aller que à la hausse, que vous avez des environnements applicatifs qui sont en projet et que vous savez qu'ils vont arriver demain et que vous pouvez vous engager sur les 3 ans, comme vous feriez un petit peu sur du on-premise. Vous faites une estimation sur les 5 ans d'évolution de votre SI, certains, pas certains, etc. Merci, Christophe. S'il n'y a pas de questions, j'en profite parce que j'ai vu quelques personnes se connecter vers la fin. Sachez que vous avez 7 jours pour regarder la rediffusion de ce webinaire et si jamais vous n'arrivez pas à regarder cette vidéo après 7 jours, je vous invite à contacter votre interlocuteur commercial chez Upperlink pour qu'on puisse vous donner les accès. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie dans ces cas-là. On va profiter pour clôturer ce webinaire. Je vous remercie de votre présence. Toute l'équipe Upperlink vous remercie. Merci Christophe, merci René-Louis. N'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs respectifs. Si jamais il y a d'autres questions, vous avez le mail de Christophe Pinjon. Et sinon, vous avez les coordonnées directement sur le site Upperlink. Merci pour également les messages et les retours. N'hésitez pas à vous connecter au prochain webinaire. On anime presque tous les 15 jours des webinaires, donc n'hésitez pas à vous connecter au prochain. Et je vous souhaite une excellente journée à tous.